Autrefois, la formation et la sécurité se passèrent de père en fils, ce pendant de nombreuses générations, du début de la colonie à 1968. C'est en cette année de 1968 que le gouvernement du Québec a inauguré le tout premier cours pour le certificat du chasseur, appelé communément la carte perdrix, que nous connaissons aujourd'hui. Ce fut le tout premier cours de sécurité et de maniement d'armes à feu. Par la suite, il y a eu des incidents tels que la crise d'octobre, qui n'ont rien à voir avec les chasseurs ou la sécurité, qui ont mis en cause les forces de l'ordre et des individus qui avaient des armes de poing ou autres. Alors, on a décidé de faire l'inventaire pour savoir qui a des armes à feu en sa possession. Du même coup, la naissance d'une psychose naît de naître. Dans un premier temps, le gouvernement fédéral institua en 1979 le certificat d'autorisation d'acquisition d'armes à feu pour ceux qui voulaient se procurer une nouvelle arme. Environ 800 000 certificats ont été émis, donc les corps policiers, et particulièrement la Gendarmerie royale du Canada, ont un dossier sur chacun des honnêtes citoyens qui a demandé de s'acheter une nouvelle arme. Là qu'arrive la tragique histoire de la Polytechnique, un cas isolé, engendré dans un cerveau malade. La crise d'Oka et d'autres incidents démontrant qu'il existe bien au pays un réseau de vente d'armes prohibées servant à des fins autres que pour la chasse, le tir ou la collection. Dame Kim Campbell, alors ministre de la Justice, présente une nouvelle législation instituant ainsi une nouvelle politique fédérale, ce pour renouveler le certificat d'acquisition d'armes à feu. Cette réglementation fédérale est gérée par les provinces, donc par le ministre de la Sécurité publique du Québec. Pour renouveler ce certificat, on exige un taux de succès de 80% aux examens et d'avoir au moins 18 ans révolus. D'autre part, pour obtenir votre certificat de chasseur au Québec, l'âge requis est fixé à 12 ans. Il y a donc un fouillis indescriptible et de contradiction pour tous les parents qui croient pouvoir amener leurs enfants un jour à la chasse. L'obstacle du double cours, aux âges différés, n'est que la première d'une longue série. Que tout le monde soit pour une réglementation plus sévère du contrôle des armes à feu, il faut également être assez raisonnable pour permettre aux familles de continuer à vivre en pratiquant le sport de la chasse, du tir ou de la collection d'armes. Les propriétaires d'armes réclament la mise en place de la clause grand-père. La clause grand-père est une formulation qui veut dire que tous les gens qui possèdent en poche leur certifiant, qu'ils ont suivi leur cours provincial, ont un droit acquis pour renouveler leur certificat d'armes à feu. Ces personnes sont déjà enregistrées et leurs dossiers sont facilement vérifiables. Pour vous aider à voir plus clair sur ce sujet, nous avons préparé une série de 5 émissions pour mieux vous informer sur l'impact de cette nouvelle réglementation. Si vous êtes en accord avec la présente réglementation, laissez le cours de l'histoire faire son chemin. Par contre, si vous êtes en désaccord, vous pouvez manifester votre mécontentement par forme de pétition en contactant l'association Chasse et Pêche Papineau au 819-423-5358 ou l'association récréative Notre-Dame de la Paix au 819-522-6556 ou vous procurer la revue Chantier Chasse et Pêche du mois de mai 1994, en souhaitant que ces émissions vont vous aider.
Bonjour, bienvenue à Infophone. Mon nom est Gilles Beauchamp. Dans le but d'améliorer la qualité de nos émissions, nous serions heureux de recevoir vos commentaires. Notre prochain invité a été journaliste et correspondant, conseiller en communication au gouvernement fédéral, qui aujourd'hui reprend ses activités professionnelles en tant que journaliste et co-animateur à la série Infophone. Il me fait plaisir de vous présenter M. Gilles Lamoureux-Gadouri. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Gilles. Merci. Bonne chance. Notre prochain invité est armurier et collectionneur depuis 7 ans, fait partie d'un club de tir à Vankleekil, propriétaire de plusieurs carabines et fusils et armes de poing, chasseur depuis environ 22 ans. Comme activité, tir sportif, chasseur et tireur au pigeon d'argile. Il me fait plaisir de vous présenter M. Daniel Gay. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. C'est quoi, Daniel, pour vous, d'être un armurier? Un armurier, c'est la réparation, l'entretien de toutes les armes à feu qui peut se faire sur le marché. On entretient, modifie, répare toutes les sortes d'armes à feu, surtout au niveau des chasseurs. Beaucoup de contacts avec les chasseurs. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce métier? L'amour des armes, avec un grand A. Avec un grand A. La nouvelle réglementation dont on parle a-t-elle des conséquences ou des impacts dans votre vie de tous les jours? Oui, absolument. Absolument. Une nouvelle réglementation qui vient de rentrer en vigueur. Je peux dire que dans mon commerce, résulté au niveau des armes de poing à une baisse d'environ 75 de moins de vente d'armes de poing. Si le ministre de la Sécurité publique acceptait la clause grand-père, ceci limiterait-il le marché noir des armes à feu? Absolument pas. Le marché noir des armes à feu a augmenté depuis les dernières années, puis est toujours en augmentant. Je parlais tantôt d'une baisse de 75 dans les ventes d'armes de poing. Où c'est que vous pensez qu'ils sont ces armes-là? Où c'est qu'ils sont vendus maintenant? Ça fait partie du marché noir. Le marché noir, il faut dire aussi que c'est pas comme bien du monde vont s'y l'imaginer, que dans une petite ruelle, dans une grande ville, le marché noir, ça peut se faire entre deux personnes qui n'ont pas d'autorisation d'achat qui vont réaliser une vente. Ça peut inclure ça aussi. C'est sûr qu'il y a des gens, nous autres, dans nos régions, on a des gens qui vont à la chasse depuis 20, 30, 40, puis 50 ans. Ils savent manipuler des armes. Le père leur ont montré, puis le père de leur père ont montré à leur père comment utiliser puis manier sécuritairement des armes à feu. Puis aujourd'hui, avec une nouvelle réglementation, moi je calcule, bon, c'est pour faire des sous, puis pour peut-être aller chercher la popularité au niveau du gouvernement, on lui demande d'aller repasser un cours pour pouvoir continuer à acquérir des armes à feu. Moi, je trouve que ça tient pas debout. C'est complètement irréaliste. Si on parle d'une baisse de 75 des armes à poing, quand on parle des armes à feu, on parle d'un pourcentage de combien à ce moment-là? Environ un bon 20 De moins. De moins, oui. Comme professionnel des armes, auriez-vous des faits à nous rapporter qui sauraient imager quelque peu votre situation quotidienne dans votre établissement, par exemple? Oui, c'est comme je disais tantôt, la baisse des armes, de la vente d'armes à feu. Ça l'a énormément baissé. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui rentrent au commerce, puis quand on commence à leur expliquer comment faire pour obtenir une arme à feu, ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'il y a plusieurs collectionneurs, comme je vous disais tantôt, 75 de baisse dans la vente d'armes à autorisation restreinte. Les gens sont refusés, puis ils reçoivent une lettre chez eux mentionnant que vous ne m'aviez pas convaincu que vous étiez un véritable collectionneur d'armes à feu. Point. C'est signé. Photocopie mal faite, on voit que c'est des photocopies faites en série. C'est très large, ça, là. Faut quand même pas... une réponse comme ça, on ne sait même pas la raison. Un collectionneur d'armes à feu, même si la personne en a pas du tout, puis veut commencer, on ne peut pas commencer au 10e. Qu'est-ce qui dit qu'on est un véritable collectionneur d'armes à feu? Je veux commencer par collectionner, je veux m'en acheter une, puis après ça, m'en acheter une autre. Il
peut y avoir plusieurs raisons. Une arme à feu, moi, je calcule ça comme une œuvre d'art. C'est comme n'importe qui va acheter des tableaux ou collectionner des autos ou collectionner des couteaux. C'est la même chose. Là, on dit, ben, on nous dit presque qu'il faut t'en aille une dizaine, puis après ça, ben là, ça va mieux pour acquérir une arme à feu. C'est complètement de décourager les gens. Ils reçoivent des lettres chez eux, puis dans la plupart du temps, ben, les gens se découragent. C'est sûr qu'il y a des recours qui peuvent aller en justice, mais ça implique des coûts. Les coûts de la cour, les avocats qu'il faut qu'ils soient engagés pour piloter un genre de choses comme ça. Fait que c'est ça qui est visé, c'est le découragement des personnes à ce moment-là qui est visé. Commencer une collection, tu ne peux pas commencer au 10e, tu commences à en acheter un, après ça, tu continues. Puis je peux vous dire, par expérience, que les premiers requérants pour un arme à autorisation restreinte, une arme de poing, dans 99,9 % sont refusés, carrément. Puis ça prend de 6 à 8 mois avant d'avoir une réponse. Ça veut dire que moi, je veux débuter demain matin, avoir une collection, je ne peux pas débuter. Non, oubliez ça. Je l'oublie. Excusez l'expression, mais oubliez ça dans vos prières. Même pour quelqu'un qui a déjà des fusils, là, c'est... Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils tiennent si c'est pour une arme à autorisation restreinte, ils tiennent compte seulement que si vous avez déjà des armes à autorisation restreinte. J'ai même eu des clients qui avaient déjà des armes à autorisation restreinte chez eux, puis qui ont été refusés à une seconde demande d'armes à autorisation restreinte. C'est quoi l'affaire? Puis la personne, comme je vous disais tantôt, la personne a reçu une lettre. Vous n'avez pas convaincu que vous étiez un véritable collectionneur d'armes à feu. Point. C'est quoi? Excusez l'expression, mais c'est quoi ça vous prend pour vous convaincre, là? Le monsieur, je l'ai vu le remplir. Il est venu le remplir à mon commerce. Il a tout rempli, qu'est-ce qu'il y avait à remplir. Il a rempli 2 pages d'informations, comme quoi que, d'après moi, il prouvait qu'il connaissait les armes à feu. Puis il connaît les armes à feu. Je parle d'un cas en particulier. Il y a peut-être une vingtaine de carabines et fusils. Il y a déjà une arme à autorisation restreinte, puis il en voulait une autre pour continuer sa collection. Monsieur Gay, comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez suggérer aux décideurs? J'aimerais ça qu'on se parle, qu'ils viennent nous parler, qu'on puisse s'asseoir à une table et qu'on puisse se parler. J'ai vu dans la dernière loi, la dernière réglementation qui a été adoptée, c'est comme si on avait pris un livre, le livre des armes à feu, on avait feuilleté le livre, bon, ça a de l'air trop méchant, ça a de l'air trop méchant, ça a de l'air trop méchant, on les enlève de dessus le marché. D'après moi, il n'y a pas eu de consultation. Il ne peut pas avoir eu de consultation avec des professionnels pour faire des choses comme ça. Qu'on s'assoie ensemble et qu'on en parle. On n'a jamais été contre une réglementation sur les armes à feu. Moi non plus, je ne suis pas contre ça, une réglementation sur les armes à feu. Mais, s'il vous plaît, lâchez de taper sa tête des gens honnêtes, des chasseurs et des collectionneurs. C'est tout ce qui a été fait depuis les dernières années. C'est de limiter les collectionneurs puis limiter les chasseurs. Si on enlève les armes à feu, comme supposément ils veulent bien le laisser entendre, ça n'arrêtera pas le taux de criminalité. Laissez-moi vous le dire qu'on va se reparler dans 5 ans ou dans 3 ans d'ici, puis le taux de criminalité va encore augmenter. C'est pas là qu'il faut mettre les efforts. C'est absolument pas là. Il va y avoir du marché noir. Il y a des millions d'armes en circulation chez nos voisins du Sud. Il y en a des millions ici au Canada. Ça n'arrêtera jamais. Il va toujours y avoir du marché noir, même si vous enrayez les armes dessus le marché. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de punir les chasseurs, de punir les collectionneurs, puis les commerçants, qu'on travaille, qu'on paye des impôts, qu'on paye des taxes, puis qu'on essaye de faire rouler l'économie, bien nous autres, on va sauter, tout simplement. On va fermer nos portes, puis on va faire d'autres choses. On n'a jamais touché au bon point. Non, absolument pas. Pas à mon avis. Pas à mon avis. Ils ont mis une nouvelle réglementation en 1979, supposément pour aider, pour enrayer le crime. Ça n'a rien changé, ça l'a encore monté. Ils en ont encore mis d'autres l'an dernier. Ça ne change rien. Ça change. C'est pas là. Il faudrait peut-être... Excusez. Si on la légaliserait, on dirait, bon, demain matin, là, on n'a plus de réglementation, on va la légaliser, si on veut. Aux États-Unis. Oui, oui. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par légaliser les armes. Comme je vous disais tantôt, je ne suis pas contre un contrôle des armes à feu, mais qu'il soit appliqué de façon à ce que ça soit dans la bonne ligne de pensée. Je ne suis pas contre qu'un jeune de 12 ans ou 14 ans suive un cours de sécurité en maniement des armes à feu. Parce que c'est vrai qu'une arme à feu, c'est dangereux. Ça peut être dangereux comme un auto. Je veux dire, sur nos routes aujourd'hui, le maximum qu'on peut aller, c'est 100 km/h.
Bien, je peux vous dire qu'on fait des autos qui vont jusqu'à 300 km/h, puis il y a beaucoup de jeunes qui se tuent avec ces autos-là. Beaucoup. Beaucoup moins que ceux qui vont se tuer avec des armes à feu par accident. Il faudrait peut-être penser à ça. Mais là, je ne sais pas si nos gouvernements seraient tentés de s'attaquer aux compagnies, aux grosses compagnies manufacturières américaines et japonaises pour faire réduire la vitesse des autos. Parce que c'est un produit qui se vendrait bien, une voiture sport. Ça veut dire qu'on ne réglera pas ça demain matin? Non, je pense pas. Notre prochain invité, directeur de compagnie, propriétaire de plusieurs carabines, fusils et armes de poing, chasseur depuis environ 35 ans, collectionneur d'armes de poing, comme activité, tir sportif et le tir au pigeon d'argile. Il me fait plaisir de vous présenter M. Denis Bernard. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Gilles. Dites donc, Denis, c'est quoi pour vous être un collectionneur d'armes à feu? Un collectionneur. Il y en a qui collectionnent, comme disait notre prédécesseur, des tableaux. Moi, ma collection, c'est des armes à feu. Pistolets armes de poing, armes de chasse, armes de tir sportif. C'est ma collection. Quand on parle de collection comme ça, est-ce qu'il y a différents prix dans ces armes de poing-là? Ah ben oui. Tu peux partir de, je sais pas, moi, tu as des armes bien cheap à 25-30$, comme tu peux payer 1000$ pour une arme de poing. Je parle d'armes de poing, je parle pas de carabine, parce que des carabines, c'est bien plus dispendieux que ça. Mais d'armes de poing, dans les prix que je connais, là, dans les armes qui m'intéressent, ça va jusqu'à 1000$ pour une arme comme celle-là qui m'intéresse, il faudrait que je paierais 1000$. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à collectionner les armes à feu? L'amour des armes. Depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans que je tire. J'ai commencé avec une petite carabine 22, puis ça a toujours été dans ma jeunesse, j'ai toujours tiré. J'étais allé à la chasse à padrille avec une 22, j'ai toujours eu une arme en ma possession. Pas en ma possession personnelle sur moi, mais je veux dire propriétaire d'armes depuis l'âge de 7-8 ans. La nouvelle réglementation change-t-elle quelque chose pour vous en tant que collectionneur? Puis, veuillez nous préciser quoi exactement. Bien, ça change. Ça nous enlève nos droits personnels. Moi, je trouve il me semble que c'est un droit qu'on devrait avoir de faire une collection. Si toi, tu as un droit de collectionner des tableaux, pourquoi que pour moi, une arme, c'est pas un droit que j'ai de collectionner, au même titre qu'un tableau ou que des autos, whatever, n'importe quoi. Vous ne voyez pas de danger à collectionner plus une arme que... Vois-tu un danger de collectionner des couteaux? Tu sais, c'est ça. Tu vas collectionner des arcs. Tu vois-tu un danger plus que de collectionner une arme à feu? Moi, je vois pas plus de danger avec une arme à feu que quelqu'un qui est sérieux. Pour mon goût, là. C'est toujours mon opinion personnelle. Exact. Qu'est-ce que vous ressentez devant l'application d'une telle réglementation? Bien, ça t'enlève tes droits. Ça attaque. Ça t'attaque. Moi, je dis que ça m'attaque personnellement. Ça enlève des droits personnels. Le droit à personne, moi, je trouve que... Les droits acquis. C'est un droit acquis que j'ai, moi, ça. Je suis quasiment venu au monde avec une arme, puis aujourd'hui, bien, je suis rendu à 50 ans, ils vont me l'enlever. Ils vont m'enlever mon droit. Je suis pas d'accord là-dessus. Mais je suis pas politicien, par exemple. Pourrait-on dire qu'on a créé un sentiment de non-confiance à l'endroit de ceux qui se procurent des armes de collection? Bien, si tu parles au niveau du gouvernement, tu dis qu'il... Oui. C'est là que se dirige ta question. Alors, pose-moi ta question, comme il faut. Pourrait-on dire qu'on a créé un sentiment de non-confiance à l'endroit de ceux qui se procurent des armes de collection? Oui, ça, je le comprends, là. C'est ceux qui font ces lois-là qui n'ont pas confiance en nous autres. Par contre, s'ils n'ont pas confiance en nous autres, ils ont confiance aux criminels. Parce que le criminel, lui, il en a une arme. Demain matin, n'importe où, il l'a comme il veut. Ça fait que qu'est-ce que le gouvernement ou certains politiciens veulent? C'est de nous priver d'une défense qu'on a de besoin envers ces criminels-là et aux malfaiteurs. Moi, je sais bien que chez nous, ce que c'est que je suis placé, mais toujours avoir une arme. Même qui enlèverait tous les droits qu'ils veulent, mais toujours en avoir une. Le marché noir est là, maintenant en trouver une. C'est sûr. Je ne resterai jamais sans arme. Tant que je suis vivant. Pour vous, c'est primordial. C'est primordial pour moi, ça.
C'est une question de survie dans le contexte. Pour moi, oui. Puis plus ça va aller, pire ça va être. En désarmant tout le monde, là, le criminel, lui, il a le beau jeu. Il va t'attaquer quand il va vouloir, lui. Au même titre qu'il va avoir un arme, il va que mes policiers aient une arme. Seulement que celui du criminel va être caché, puis le policier invisible, lui. C'est la différence qu'il y a. Comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Leur dire, ils devraient retourner à l'école. C'est ça que je leur dirais. Qu'ils retournent à l'école, puis qu'ils écoutent le monde. Ils écoutent rien qu'un niveau de monde. Ils ne viennent pas au niveau du chasseur, du collectionneur. Quand est-ce que tu vas voir interviewer à la télévision quand tu passes des reportages? Là, quand est-ce que tu vas voir un chasseur ou un collectionneur d'armes qui est interviewé? Là? Jamais. Tu vas pogner du monde là, qui est dans le centre-ville, qui ça ne les intéresse pas. Ils ne connaissent même pas ça, une arme. C'est ceux-là qui interviewent pour être sûrs qu'ils soient d'accord avec eux autres. Mais ceux qui sont contre eux autres, c'est pas, ils n'intervieweront pas, eux autres. Ça sera encore mon opinion personnelle, mais je sais bien que je trouve pas ça bien honnête dans le sondage. Ça veut dire, en d'autres mots, que vous aimeriez avoir une certaine communication avec ces gens-là avant de prendre des décisions? Ben oui, c'est sûr qu'ils devraient contacter autant. S'ils rencontrent, je ne sais pas moi, 100 personnes contre les armes, ils devraient rencontrer 100 personnes pour les armes, puis là, faire valoir les deux côtés de la médaille. Dire les pour et les contre des deux opinions. Mais est-ce que vous avez été contacté? Jamais. Ben non, on n'est pas assez bien placés, nous autres, pour se faire contacter. Ils contactent du monde qui sont d'accord avec eux autres. Mais pourtant, vous êtes un élu, une édile municipale. Oui, mais c'est Est-ce pas, que la municipalité a eu un mot à dire à un moment donné? Non, j'ai jamais vu ça dans la municipalité, moi. Jamais. Des sondages qu'il aurait fait, le gouvernement? Jamais. Non. Je suis au courant de tout ce qui se passe à la municipalité, à peu près tout. Non. Notre prochain invité, armurier et collectionneur depuis 18 ans, fait partie de l'Association des collectionneurs des armes à feu Winchester. Il est membre du NFA. Il fait partie de la Fédération québécoise de tir, propriétaire de plusieurs carabines, fusils et armes de poing. Comme activité, tir sportif et chasseur depuis environ 25 ans. Il m'a fait plaisir de vous présenter M. Luc Dufresne. Bonsoir, Luc. Bonsoir, plaisir, monsieur. Bonsoir. Peut-être, Luc, c'est quoi pour vous être un armurier professionnel? Un armurier professionnel, je fais de la vente d'armes à feu, de l'entretien, réparation, conseil auprès des tireurs, chasseurs, collectionneurs. Le métier tourne alentour de ça, principalement. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce métier? Chez nous, mon père, c'est un ingénieur, mon frère, c'est un ingénieur, puis je voulais pas faire un ingénieur aussi. J'ai dû me prendre un métier plus traditionnel. Fait que j'ai travaillé un bout de temps comme cordonnier, j'aimais pas ça, puis après ça, je me suis en allé dans les armes à feu du fait que j'avais joué avec ça, tiré, chassé là, depuis que j'étais jeune. Fait que ça m'a dirigé tranquillement vers ça. OK. C'était l'amour de naissance, ça. Oui, définitivement. La nouvelle réglementation dont on parle a-t-elle des conséquences et des impacts dans votre vie de tous les jours, dans votre commerce? Oui, définitivement. Moi, dans mon commerce, je vendais des armes de poing avant. Maintenant, je dirais que la diminution chez nous, là, dans les armes de poing, c'est 90 % de moins. Dans les armes autorisation restreinte. Dans les armes de chasse, je dirais que j'ai perdu à peu près 50 % de mes ventes. Puis il y a peut-être des gens qui vont se réjouir du fait qu'ils pensent qu'il va y avoir moins d'armes, mais c'est le marché noir qui a ramassé le pourcentage que moi j'ai perdu. OK. Si le ministre de la Sécurité publique acceptait la clause grand-père, ceci limiterait-il le marché noir des armes à feu? Non. Le marché noir, mais c'est une chose. Moi, je ne suis pas un autruche qui me plante la tête dans le sable. Là. Quand j'ai commencé dans les armes à feu, puis ça fait depuis 1978 que j'ai un commerce, pignon sur rue, puis je travaille dans le domaine des armes à temps plein. Le domaine du marché noir, c'est une chose qui n'existait presque pas, sauf pour les criminels. On ne voyait pas des gens ordinaires faire l'acquisition d'armes dans le marché noir, etc.
Et puis, ce que la nouvelle loi puis la position qu'on a, on a créé un marché noir maintenant. C'est plus facile pour des gens honnêtes ou la population en général de se procurer des armes illégalement que de suivre tous les règlements puis toutes les nouvelles lois qu'on a. Puis, on a parti la roue de ça maintenant. Et puis là, on parle de plus en plus, M. Chrétien, il parle de prohiber complètement les armes à autorisation restreinte, enlever le droit de posséder des armes en milieu urbain, etc. Tout ça fait que les gens, maintenant, ils ont peur. Puis ils savent que ça n'arrêtera pas, là, enlever les armes, puis etc. On en entend parler toujours. Fait que quand même qu'ils donneraient la clause grand-père aux gens pour ne pas repasser le cours, là, le marché noir, maintenant que c'est établi, là, je pense qu'on va vivre avec ça pour un bon bout de temps. Mais ça ne se fait pas juste à grande échelle. Ça se fait aussi, le marché noir, entre copains. Parce que, oui. À cause de la nouvelle réglementation, quoi. Oui. Voyez-vous, quand vous créez une loi qui est compliquée et puis qui est dure à comprendre, puis à administrer, etc., c'est plus facile à côté de passer à côté, fait que les gens passent à côté, définitivement. OK. Comme professionnel des armes, auriez-vous des faits à nous rapporter qui sauraient imager quelque peu votre situation quotidienne? Bien, la plus belle image que je pourrais vous donner, moi, comme commerçant d'armes à feu, là, c'est dans le pic du trafic du tabac, quand un propriétaire de dépanneur, il a les bras croisés en arrière de son comptoir, puis il regarde les gens qui attendent l'autobus ou qui marchent sur la rue, puis qui fument des cigarettes, puis qui n'en vendent pas du tout. Bien, moi, je me retrouve un peu dans ce système-là. J'ai des armes que je ne vends pas. Je vois des gens qui viennent me voir à la boutique, qui me questionnent comment obtenir une arme de chasse ou une arme autorisation restreinte. Je leur explique comment les lois fonctionnent, comment remplir toutes les exigences. Ils me disent, ouais, je vais abandonner l'idée de ça. Je vais les revoir en boutique peut-être une semaine après m'acheter des munitions. Donc, sur le marché noir, ils ont trouvé. Fait que c'était un peu comme les dépanneurs, ils vendaient des briquets, mais ils ne vendaient pas de cigarettes aux gens. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui n'ont pas de permis requis, qui ont des armes non enregistrées, qui vont vous voir pour faire réparer ça? C'est très rare. C'est très rare parce que moi, j'ai toujours eu une position bien stricte là-dedans. Juste comme je ne veux absolument rien savoir d'eux autres. Du fait que j'aime les armes, c'est ces gens-là qui nous apportent. Les criminels font que nous, les honnêtes gens, on a des lois qui nous touchent, nous, et non eux autres. Fait que moi, ces gens-là, je n'ai pas de place pour eux autres. Par contre, je les côtoie du sens qu'ils viennent acheter des munitions. Okay. Là, il n'y a pas de règlement pour ça, là, encore. Si vous avez 16 ans à mon temps, il n'y a pas de problème. Monsieur Dufresne, comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez suggérer à nos décideurs? Bien, moi, je pense que nos décideurs, là, on n'a pas grand-chose à leur suggérer parce qu'ils ont les deux oreilles coulées dans le ciment. Au Canada, en ce moment, les gens qui sont contre les armes à feu puis qui apportent tout ça, ça représente peut-être 4000 personnes qui sont financées directement par nos taxes. Si on prend Coalition for Gun Control, c'est financé par des municipalités. La Ville d'Ottawa leur a donné 10 000 $ il n'y a pas tellement longtemps. Puis le gouvernement fédéral met de l'argent là-dedans. Puis le gouvernement, il fait... Mademoiselle Campbell, elle a fait au maximum. Elle nous a apporté des lois là, à outrance. Chaque chasseur, tireur, collectionneur a payé le prix de M. Lépine. C'est nous qui avons payé le prix de ce monsieur-là. Et puis, de leur parler, je pense que c'est on perd notre temps, une façon de parler. Je pense que pour se faire écouter dans des situations comme ça, il faudrait peut-être bloquer un pont, puis revirer des chars à l'envers, descendre au Parlement, casser des vitres, crier. Là, peut-être que ça les réveillerait. Mais de savoir qu'on est quoi au Québec, on est peut-être 700 000 ou 900 000 chasseurs, ça ne les dérange pas du tout de nous avoir passé une loi comme ça. Et ils nous écoutent vraiment pas. Puis, dans les dernières consultations, comme exemple, Mme Campbell, quand elle a décidé de faire sa nouvelle loi, le NFA, qui est une organisation canadienne un peu dans le style du NRA, elle a fermé la porte. Elle a dit « Je ne veux pas rien savoir de vous. » Des chasseurs, pas rien savoir de vous. Elle a pris des associations de femmes battues, des choses complètement qui ne sont pas vraiment dans le domaine. Puis on n'a pas eu la chance, nous, de dire on devrait avoir une amélioration dans tel sens, avoir des lois dans tel sens. Ça ne les a pas intéressés du tout. Eux autres, ce qu'ils font, c'est des décisions politiques. S'ils paraissent bien à la télévision, si l'ensemble de la population du pays disent on peut dormir en paix ce soir, on voit qu'on a un gouvernement qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, ils vont bouger. Autrement, on perd notre temps. Un de vos confrères nous disait un peu plus tôt que lui, il n'avait jamais été consulté, approché. Mais vous, avez-vous été approché à un moment donné par... Pas du tout. Aucunement. Même Kim Campbell a fait bien sûr de ne pas avoir personne dans ce domaine-là
qui la consultent. Le cours canadien qu'on a, on nous dit, nous, que c'est des étudiants de degré collégial à Vancouver, dans son district, là, ou en Colombie-Britannique, qui ont pondu ce manuel-là. Il y a des erreurs là-dedans. Je pense que c'est la 7e édition qu'on a en ce moment qui a été corrigée, tout ça. T'sais. Le NFA, il y a plusieurs fédérations québécoises de la faune, Fédération québécoise du tir, il y a d'autres provinces. On leur a fait des suggestions, des choses. Ça a fini à un endroit. Toutes nos suggestions, tout ce qu'on a essayé de faire, ça a fini à la poubelle. Filière 13. Filière 13. C'était ça. Puis on se retrouve avec le problème qu'on a aujourd'hui. Ces gens-là qui sont supposés de voir à notre bien-être, puis administrer notre argent, nos taxes, etc., ont créé le marché noir canadien. Et puis, je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais on avait un bon réseau de trafiquants de cigarettes, etc. Bien là, eux autres, le fait que ça s'est calmé dans ce système-là, bien maintenant, ils ont accès à une nouvelle demande, qui est les armes à feu. Et puis, on a vraiment créé un gros problème, puis on va en subir les conséquences dans les années qui s'en viennent. Parce que si vous regardez les statistiques canadiennes qu'on a, pour, disons, 93, 94, puis les années à suivre, vous allez vous rendre compte des armes saisies aux lignes canadiennes-américaines, de tout le marché noir. Parce qu'en ce moment, on voit un peu la pointe du iceberg. On a trouvé une cache d'armes dans le parc de la Gatineau, proche de chez nous. Les policiers de Hall, ils ont trouvé une grosse mitraillette sur trépied, cachée dans le bois. On en trouve des armes, on en saisit des armes, etc. Ce n'est pas dans nos statistiques en ce moment, mais quand Statistique Canada va nous les donner dans 3-4 ans, on va se rendre compte qu'on a créé vraiment un gros problème, puis on a fait payer tout le prix de ça sur les honnêtes citoyens du pays. L'honnête chasseur. Le chasseur, le tireur, puis le collectionneur. Parce que dans le débat qu'on a eu sur les armes, on a bien séparé. Faites bien sûr de prendre les gars d'armes d'autorisation restreinte puis d'attaquer eux autres seulement. Moi, je me souviens, j'ai eu des pétitions, on a essayé de faire différentes choses. On demandait aux chasseurs de nous aider. Puis les chasseurs nous disaient, bah, moi, je n'ai pas de revolver, je ne tire pas dans les clubs, je n'ai pas de mitraillette, je suis un chasseur, ils ne me feront jamais rien. Fait qu'on a su diviser les gens en classes pour pouvoir, tu sais, comme là, on a fermé la boîte aux propriétaires d'armes d'autorisation restreinte. Là, les chasseurs, puis la loi, elle a été échelonnée sur 2-3 ans. Là, dernièrement, les chasseurs, ils crient au meurtre. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de suivre le cours sur le certificat d'acquisition. Nous, les propriétaires de revolvers puis membres de clubs de tir, on leur disait ça du début. Puis le gouvernement, il a gagné un peu. Puis on parle de sondage, on parle de différentes choses maintenant. Moi, j'ai été arrêté pour la pétition de la Polytechnique. Une jeune fille m'a demandé si j'étais pour ou contre la diminution des meurtres au Canada. J'ai dit oui, je suis pour qu'on ait une diminution dans ce sens-là. On m'a demandé de signer une pétition pour bannir toutes les armes à feu. C'est une chose complètement différente de vouloir m'enlever mes armes à moi que de diminuer les meurtres. Fait qu'on parle de sondage en ce moment dans télévision, radio, comme quoi que l'ensemble des Canadiens est pour ça. Moi, je vois pas où ils peuvent trouver ça. Comme ça, on a utilisé une fausse représentation pour inciter des gens à signer des pétitions. Oui, puis je comprends vraiment pas les politiciens dans ce sens-là. L'ensemble des gens qui sont contre les armes au Canada sont peut-être 4000 personnes. Comment ils peuvent, eux autres, imposer? Puis il y a de l'argent qui a été dépensé dans ça aussi. Ça a coûté plusieurs millions de dollars, cette nouvelle loi. Puis il y a plusieurs personnes qui ont dit, il y a eu des études, la GRC, les membres de la GRC qui travaillent directement dans les armes, Kim Campbell les a consultés, ils ont dit, tu vas créer un problème. L'Université de Concordia a été demandée à étudier le projet de loi de Kim Campbell. Ils ont dit, vous devriez recommencer ça à zéro. Personne n'écoute personne dans ça. Par contre, nous, on est victimes dans ça. Notre image est vraiment salie. Maintenant, vous remarquez les chasseurs, quand ils vont s'asseoir avec des groupes de personnes, souvent, ils ne diront pas qu'ils sont chasseurs ou qu'ils tirent, etc. C'est mal vu. C'est comme si on a parti une boule de neige à rouler, puis elle descend à la côte, puis elle a de la vitesse, puis après, elle grossit, puis elle grossit. Puis j'ai l'impression, moi, que, comme Mme Campbell l'a dit, un jour, dans 10-15 ans au Canada, il n'y a plus personne qui va avoir d'armes à feu. Puis j'ai bien l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va. Vous sentez-vous un honnête commerçant banalisé? Absolument. Absolument. Puis je vois, moi, si je regarde mes ancêtres qui sont venus en Amérique ici, ils sont venus ici parce qu'ils étaient un peu tannés de l'oppression qu'il y avait en Europe, etc. On est venus ici pour une terre de liberté et puis nos libertés. Puis aujourd'hui, on est contrôlé, on a des nouvelles lois, on perd des libertés à tous les jours, etc., etc.
Puis je me dis, comme je ne peux pas émigrer vers un autre pays, je ne peux pas aller vers une autre planète, je dois vivre ici. Puis je trouve que comme j'ai été en France, ils ont moins de restrictions qu'on en a. Comme on s'en va vers où, vers ça? Est-ce que tu penses qu'on va voir un jour la lumière au bout du tunnel de cette nouvelle réglementation-là? Moi, personnellement, je suis un pessimiste dans ce sens-là. Moi, je ne crois pas qu'on va voir la lumière parce qu'en ce moment, on réagit à une situation qui est finie. Moi, j'aurais aimé qu'on aille ce qu'on fait là avant. Là, on les a, les lois. Là, on fait une pression auprès du ministre de la sécurité publique québécoise. Ça ne relève pas de son domaine à lui. C'est au fédéral que ça relève. M. Middlemiss, ici, s'il dit oui, je pourrais reconnaître la cause grand-père, ce n'est pas de son ressort à lui. C'est au fédéral qu'il faut aller. Puis en ce moment, on n'entend pas crier tellement fort dans ce sens-là. Les gens, moi j'ai vu, pour donner un exemple, là, un peu comment est-ce qu'on s'en va, on a un foire d'armes qu'on appelle là, des collectionneurs, ça remonte à Montréal. La Sûreté du Québec nous a fait une descente là-dedans, avec des agents, ils ont interrogé des gens dans une foire d'armes. Ça ne s'était jamais vu au Canada. Ils ont pris des numéros de licence dans le stationnement, etc. Maintenant, j'en ai une pétition en ce moment chez nous. Je demande aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs de la signer. Ils ne veulent pas mettre leur nom du tout, en bas d'une liste. Est-ce qu'on vous a saisi des armes à vous? Oui. Dans quelles conditions? Dans la condition que le ministre de la Justice, Kim Campbell, elle a dit que toute personne qui possédait des armes qui avaient déjà été en full automatique, transformées en semi-automatique seulement, dûment enregistrées, devait, avec la nouvelle loi, les réenregistrer une deuxième fois. Toutes les provinces ont été demandées ça. Moi, j'avais une Thompson. Je collectionne un petit peu d'armes militaires, puis j'avais une Thompson. Je ne la tire pas, je l'ai pour collection seulement. Qui avait été transformée de full à semi seulement. Ça m'a été saisi en 1985 par la Sûreté du Québec. Ça m'a pris 8 mois à la revoir. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, etc., etc. La nouvelle législation qu'on a eue, on m'a demandé de la retourner une deuxième fois. Je l'ai retournée, mais ça fait 2 ans en ce moment qu'elle est à la Sûreté du Québec. On est à peu près 389 propriétaires de ces armes à feu-là qui ont retourné ça à SQ. En ce moment, la Sûreté du Québec nous amène chaque individu pour chacune de ces armes-là en cours pour nous la confisquer. Toutes les provinces canadiennes ont remis ces armes à feu-là. Moi, je tiens à cette arme à feu-là pour une raison. La seule façon d'être reconnu collectionneur au Canada, c'est de posséder une arme qui était full, transformée en semi-auto. Vous êtes un genuine gun collector. Vous êtes un véritable collectionneur. Moi, je perds mon statut. J'ai des gens en Ontario qui en possèdent une arme. Moi, j'en possède peut-être une centaine d'armes. Ils sont reconnus collectionneurs. Je ne le suis pas. Pourquoi que la Sûreté du Québec fait ça? J'ai aucune idée. Deux poids, deux mesures? Définitivement. Le Québec, face aux lois canadiennes, on est traité d'une façon complètement différente. Dans l'exemple du certificat d'acquisition, nous, on doit obtenir 6 signatures. L'ensemble du Canada, 2. L'ensemble du Canada, on livre les certificats d'acquisition en 28 jours. Nous, au Québec, moi, je vois des clients attendre 5 mois pour avoir leur certificat d'acquisition. Pourquoi? On est peut-être plus dangereux que le restant de l'ensemble des Canadiens, je ne sais pas. Ça peut peut-être arriver. Si on parle, tu parlais d'armes de collection, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses des modifications à cette arme-là pour pouvoir la garder en collection? Tu parlais tantôt, tu l'as amené de automatique à semi-automatique, mais si tu ne l'utilises pas, tu l'enlèves le baril, je ne sais pas, tu peux enlever des pièces ou... Je vais te donner un exemple. Premièrement, les armes, personne n'a le droit d'appartenir des armes automatiques au Canada. On parle souvent de ça, des armes automatiques, des armes automatiques. Il n'y a personne qui a le droit d'en avoir, sauf les corps de police puis l'armée. Et puis, donc, moi, je ne l'ai pas transformé. Ça a été rentré au pays, vérifié au pays, avant de rentrer ici, comme étant une arme semi-auto. D'origine full, mais maintenant semi. Je vais vous donner un exemple sur collectionner une arme à feu. Disons que vous aimez des peintures. Je vais vous donner un Picasso, sauf que je veux que vous preniez une lame de rasoir et couper sa signature Picasso. Je vais garder ça. Vous collectionnez des vieilles automobiles, je vais avoir le moteur et la transmission. Vous collectionnez la carrosserie. Je veux dire, une arme à feu, si on enlève le canon, la culasse, etc., c'est pas une arme à feu, c'est moins intéressant à collectionner. Puis en plus, tout ça, ces règlements-là, toutes les bonnes idées qu'on a, c'est pour des gens qui suivent la loi.
Pensez-vous qu'en m'enlevant mes armes, ou le monsieur que vous avez parlé tantôt, le collectionneur, le tireur, en lui enlevant ses armes à lui, que vous allez avoir un impact au Canada sur le crime? Absolument pas. On ne fait pas partie de ces statistiques-là. Nous. Pourquoi qu'on ne s'attaque pas au problème? C'est encore les honnêtes gens qui payent pour. Toujours. Toujours, toujours. Les politiciens, ils ont les oreilles de plus en plus bouchées dans ce sens-là. Bien, Luc, ça nous a fait plaisir que vous soyez parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Alex. Notre prochain invité est armurier depuis 9 ans et collectionneur, fait partie du club de tir Alouette, propriétaire de plusieurs carabines et fusils, chasseur depuis environ une trentaine d'années. Ses activités sportives, c'est le tir à l'occasion. Il me fait plaisir de vous présenter M. Philippe Mallette. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Philippe. Dites donc, c'est quoi pour vous être armurier? C'est une personne qui donne un service aux gens qui ont besoin de services d'armurerie, réparation. C'est une personne qui va donner des conseils aux gens, aux chasseurs, faire du nettoyage, donner des cours aux gens. Un professionnel de Oui, l'arme. de l'arme. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce métier? Oh, l'amour de la chasse. L'amour. L'amour de la chasse, ah oui. Définitivement, c'était la chasse en premier lieu. L'arme à feu comme telle que nous avons commencé à très bas âge. Je me souviens, j'avais acheté une carabine, j'avais à l'âge de 14 ans, une 303 British dans le temps. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'arme à feu. On nettoyait cette arme à feu-là, je pense, à tous les soirs qu'on arrivait à la maison. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que l'arme à feu, j'ai pris des livres, j'ai acheté des livres d'armurerie, puis j'ai étudié là-dedans, puis j'ai poussé avec ça. À un moment donné, je faisais beaucoup de services pour les amis, pour les copains. Puis, en fait, qu'ils ont des copains, des amis, puis le tralala, puis à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas. Alors, je suis parti là-dedans. C'est qu'est-ce qui vous a amené à aller en Europe plus tard? Oui, j'étais en Europe. J'ai Poursuivre fait des des cours. études à Saint-Étienne, en Europe, qui a été très, très bon. Quel genre d'études, au juste? C'était une étude de comment manipuler l'arme à feu, de faire des armes à feu, le bluissage, plus poussé que qu'est-ce que c'est que moi j'avais appris dans les livres. Ici, il me donnait aussi des cours, comment préparer une personne qui a un problème avec sa carabine pour tirer. Pour dire à la gens ou à la personne, OK, vous faites une telle chose, c'est votre erreur. À ce moment-là, c'est des cours qu'ils nous donnaient pendant 3 jours consécutifs, environ 11 heures par jour. Croyez-moi, c'était bénéfique. Alors maintenant, je peux aider plus aux gens pour pouvoir les corriger de leurs problèmes. Si on ne peut pas corriger la personne elle-même, on va corriger l'arme pour eux. Alors, à ce moment-là, tout est bien. C'est quoi le problème le plus flagrant que vous rencontrez? C'est d'anticiper le coup. C'est ça que les gens ont le plus. Ou bien donc, c'est la gâchette. Donc, ils vont pousser énormément sur la gâchette. Trop fort, ils vont tirer trop fort sur la gâchette. Alors, à ce moment-là, c'est le problème qu'ils ont. C'est le problème là, qu'on voit là, régulièrement. Beaucoup de gens aussi, ils vont arriver et ils ne connaissent pas leurs armes à feu du tout. Ils ne savent pas c'est quoi. Souvent. Ils ne peuvent pas même tirer à 150 pieds sur un target de 1 pied par 1 pied. Ah non? Souvent. Ouais. Ça veut dire que c'est un des problèmes les plus grands que vous rencontrez, pas un problème, mais un problème pour le chasseur qui a une arme à feu. Oui, ça nous arrive assez souvent d'avoir ce problème-là avec les clients, mais après ça, après qu'on a passé 1 heure avec eux, c'est pas un problème. Ça tient très bien, puis les gens sont heureux. Puis... Vous lui montrez à l'aimer. Ah oui, puis à connaître leur arme à feu. Exact. C'est exactement ça, le choix de balles, le genre de chasse qu'ils vont faire, ainsi de suite. Alors, c'est assez important pour eux. Mais est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que le mini-cours que vous leur donnez est meilleur que le cours
de maniement d'armes qui vont suivre la Fédération de la faune, par exemple? Bien, il peut être aussi bon ou meilleur, oui, parce qu'à ce moment-là, je vais ajuster l'arme, je vais vérifier l'arme en premier lieu, je vais ajuster l'arme et le client va tirer avec son arme après. À ce moment-là, la personne est avec moi, puis si on va lui montrer comment opérer son arme à feu correctement, d'une base là, très simple, le plus facile que possible, et comment tirer. Comment s'appuyer sur son arme à feu, comment tirer avec une arme à feu correctement. Iriez-vous jusqu'à dire qu'à ce moment-là, il serait préférable que ce soit les armuriers qui donnent des cours aux gens et juger de la valeur des gens utilisant une arme à feu? C'est une question qui est assez difficile à répondre. Il faut prendre beaucoup de temps. Comme moi, je le fais, je prends énormément de temps parce que j'y crois énormément. Alors, les clients, ils aiment beaucoup le service qu'on lui donne. Ils reviennent sans cesse avec leurs amis. Alors, à ce moment-là, ça devrait être un oui. La nouvelle réglementation dont on parle, a-t-elle des conséquences ou des impacts dans votre vie de tous les jours? Bien, ça en est une, oui. Disons que la vente d'armes à feu a baissé quand même assez depuis quelques années. Même, je dirais, jusqu'à 30 à 40 Par conséquence, l'arme à feu en réparation, elle a augmenté énormément. Ça veut dire qu'on répare des vieilles armes? Des vieilles armes, oui. Et souvent, ces vieilles armes-là, vous pourriez même les condamner pour au lieu de les réparer? Certaines armes, il faut absolument que je déconseille aux clients de le mettre sur le mur avec le percuteur enlevé, parce que c'est des armes qui sont dangereuses et souvent, ça arrive assez souvent. Mais les personnes n'ont pas l'acquisition d'armes à feu, donc ils ne peuvent pas acheter une arme à feu. Ils vont préférer prendre une chance de chasser avec une arme dangereuse? Non, pas nécessairement, parce qu'à ce moment-là, ils sont déconseillés à le faire. Ah bon? C'est quoi le plus grand problème que vous rencontrez à ce moment-là? Bien là, on va dire, ça, c'est les personnes qui n'ont pas d'acquisition d'armes à feu vont prendre les vieilles 303, qui ça fait peut-être 25 ans que ça n'a pas été à la chasse avec. Là, à un moment donné, bien, le goût d'aller à la chasse revient encore. Là, à ce moment-là, bien, la personne va dire, bien là, j'ai pas d'acquisition d'armes à feu, je ne peux pas aller acheter ça, j'ai pas le temps, ça prend 3 semaines, ça prend un mois, ça prend 3 mois pour avoir une acquisition. À ce moment-là, je m'en vais à la chasse, mais là, ils prennent la vieille carabine, ils amènent ça, bien, moi, un télescope là-dessus, puis ainsi de suite. Puis souvent, ces armes à feu-là sont rendues 18. Ça peut être le canon à ce moment-là? Bien, le canon, c'est plutôt la chambre qui va faire défaut ou la botte va faire défaut. Donc, il va y avoir trop d'espace entre la douille et le canon et la botte, à ce moment-là, qui devient dangereux. Ah bon? Des armes, auriez-vous des faits à nous raconter qui sauraient nous imaginer quelque peu votre situation quotidienne? Bien, disons que si les personnes qui ont des armes à feu depuis très longtemps, OK, pourquoi repasser encore un autre test d'acquisition d'armes à feu? C'est que les personnes c'est des chasseurs en général que j'ai chez moi. Ces personnes-là, ce n'est pas des personnes qui ont des armes de poing ou des mitraillettes, ces choses-là. À ce moment-là, pourquoi que le gouvernement cesse de donner tout le temps des nouvelles lois, puis ainsi de suite? C'est complexe. C'est complexe pour moi, c'est complexe pour tous les gens que je connais. Ils ne savent pas où aller et c'est difficile pour eux de savoir exactement parce que moi-même, personnellement, je suis confus là-dessus. Vous manquez d'informations? On en manque, oui. On en manque d'informations. Ce qu'on entend, d'une part, dans les journaux, d'une telle façon, c'est écrit d'une telle façon qui est complexe parce que c'est mal informé. Mais quand il arrive une nouvelle réglementation comme ça, est-ce que vous êtes contacté pour connaître
qu'est-ce qui se passe dans le milieu ou ces choses-là? Est-ce que vous avez des contacts qui arrivent à vous à ce moment-là? Non, il n'y a aucun contact qui se fait à ce moment-là. C'est qu'on vient à un moment donné, on entend ça par les journaux, la télé, ces choses-là. On a des choses qui viennent de la Sûreté du Québec, mais ça devient tout le temps peut-être un mois après ou 3 semaines après. Donc, à ce moment-là, Le règlement est passé, puis oui, c'est de même que ça marche. c'est exact. Vous voulez dire que la sécurité publique, la Sûreté du Québec, rappelons-les par leur nom, là, n'ont jamais invité les armuriers à un séminaire pour les informer de la nouvelle réglementation qui est mise? Non, pas que je sache, non. Non, je n'ai jamais été invité, je n'ai jamais eu aucune invitation là-dessus. Monsieur Mallette, comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez suggérer à nos décideurs? Bien, suggérer qu'ils fassent des choses très simples, pas complexes. C'est trop complexe actuellement. Les gens ne savent pas où aller. C'est quoi qu'il faut faire, puis ainsi de suite. Les gens nous contactent, puis nous-mêmes, on ne peut pas leur donner une explication à cause que je ne suis pas confiant de dire, ben OK, c'est telle chose, on va faire telle affaire, vous faites telle chose. Je ne le sais pas. Vous ne pouvez pas prendre aucune décision puis de prendre position dans quelques... Je ne peux pas prendre aucune position. Vous ne vous sentez pas partie de la décision qui a été prise ou pour mieux informer vos clients? Non, pas encore. Pas encore. Monsieur Mallette, ça nous a fait plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Notre prochain invité est écrivain depuis 30 ans et chercheur en histoire autochtone depuis 3 ans, propriétaire de plusieurs carabines et fusils, chasseur depuis environ 48 ans. Il me fait plaisir de vous présenter M. Bernard Assinoué. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Dites-moi, c'est quoi pour vous l'héritage et la tradition des armes à feu? Bien, la première des choses, depuis 1608, quand Champlain est arrivé avec sa première arquebuse, ça nous a servi d'armes de chasse chez les Autochtones, bien sûr. On avait des longs fusils à l'époque, ils ont raccourci après ça, mais ils avaient allongé au départ pour permettre aux vendeurs, aux acheteurs de fourrure de faire plus d'argent, puisque pour avoir un fusil, il fallait piler autant de peaux de castor que le fusil était long, alors ils ont fait un peu plus long pour avoir un peu plus de peaux de castor. Ça remonte à l'utilisation des armes à feu au tout début du 17e siècle chez les Autochtones. Alors, chez les Autochtones, une arme à feu, ce n'est pas un jouet, c'est un outil de travail de tous les jours, qui a facilité d'abord le développement du Canada, la première des choses, parce que sans armes à feu, les Autochtones auraient moins chassé. S'ils avaient moins chassé que ça, la colonie française aurait été en faillite plus rapidement qu'elle l'était, parce qu'elle est tombée juste en 1656. Ce qui fait que sans armes à feu, les miens, ceux qui sont chasseurs, trappeurs, ceux qui vivent de la forêt, ceux qui chassent pour le plaisir de la chose, sans armes à feu, ces gens-là sont tout nus. Et c'est malheureux, mais les anti-chasseurs vont devoir continuer à vivre avec les armes de chasse. Parce que vous ne voulez pas les enlever pour demain, hein? Écoutez, là, ce serait ridicule. La première des choses, c'est pas seulement une tradition, c'est pas seulement un besoin. Je répète, c'est un outil.
De plus, le problème actuellement, c'est que le problème de l'antichasseur, c'est une espèce de psychose qui naît toujours avec une bébelle tout d'un coup. Il y a eu l'épine, qui est avec des armes automatiques. Il y a eu le monsieur à Polytechnique. Bien sûr, ces gens-là ne méritaient pas de faire ça, mais avec quoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec des armes automatiques. Ils ont fait ça avec des armes prohibées. Ils ont fait ça pas avec des armes de chasseurs. Et d'ailleurs, les gens qui ont perpétré les crimes jusqu'à maintenant, qui font peur à tout le monde, un, ne sont pas des chasseurs. Deux, se sont procurés ces armes-là à l'extérieur des marchés normaux. Et trois, bien là, s'il faut commencer à vouloir absolument enlever toutes les armes aux chasseurs, ce serait souhaitable parce qu'en fait, j'ai entendu un politicien un jour dire « l'idéal, ce serait de pouvoir désarmer tout le monde ». Mais si tout le monde est désarmé, pourquoi les policiers vont-ils rester armés, eux? Parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Si on désarme tous les bons citoyens demain matin, si on les désarme tous, il restera toujours les bandits qui ne s'achètent pas d'armes à feu dans les endroits normaux. Ils vont les acheter ou les louer, puis une fois qu'ils en ont terminé, il y a fout à l'eau, de façon à ce qu'on ne les retrouve pas là, quand on fait le crime. Ce sont toujours, effectivement, j'écoutais des gens tout à l'heure parler, dire que c'est le bon monde qui paye pour le problème. Le problème qui est causé par quelques imbéciles. Peut-être que ça coûterait moins cher de régler les psychoses des gens que d'enlever toutes les armes à feu, en fait. Cela va-t-il jusqu'à faire partie des habitudes de chez vous? Ah, c'est une habitude. Moi, j'avais 10 ans quand j'ai eu une arme à feu la première fois dans mes mains. Puis un coup de pied d'un fesse à peu près 5 minutes après parce que je la portais mal. Mon père m'a entraîné à avoir une arme à feu dans mes mains et à savoir la porter avant de mettre des balles dedans, savoir être sécuritaire avec mon arme à feu, savoir jouer avec. Après ça, j'ai appris à tirer. Et il m'a appris qu'une arme à feu, ça sert au moment où on en a besoin. Un tournevis électrique, tu ne pèses pas sur le bouton avant que ta vis soit prête. Une arme à feu, ben, tu ne charges pas ça avant d'être prêt à chasser, tout simplement. Et c'est pour ça, actuellement, c'est une psychose. Je connais bien des gens qui, dès l'instant où tu prends une arme à feu dans les mains, sont malheureux dans la maison, disent « Ah, il y a une arme à feu », on dit « Oui, mais un est déchargé, regarde, il n'y a pas de bolt action, je l'ai enlevé, là. Je ne peux pas tirer une balle avec, ça fait rien, j'ai peur. » Effectivement, c'est comme ça qu'on enseigne à un enfant. Si l'enfant te passe ta carabine d'en face, bien forcément, il n'est pas sécuritaire. Tu lui apprends ton enfant. Tout s'apprend dans la vie, y compris à ne pas avoir peur des armes à feu. Comme apprendre à marcher aussi. Comme apprendre à marcher, comme c'est ça. L'arrivée de la nouvelle réglementation vous surprend-elle? Non, ça ne me surprend pas parce que c'est dans l'air depuis 25 ans, 25-30 ans. C'est dans l'air depuis l'après-guerre mondiale. Au début, il y avait bien sûr une appartenance restreinte pendant la dernière guerre mondiale. Et ça, j'étais assez vieux pour me rappeler de ça, qu'une fois, la police était venue à la maison parce qu'ils avaient entendu dire que mon père avait des armes à feu. C'était des armes de chasse. Malheureusement, une de ces armes de chasse-là était une ancienne arme de l'armée, une Carcano italienne qui avait servi lors de la Première Guerre mondiale. Alors, les policiers l'avaient saisie pour le temps de la guerre, mais après la guerre, on lui a remis son arme. Mon père était à ce moment-là citadin, il n'avait pas besoin de chasser ou d'aller en forêt. Ça lui a rien fait de ne pas avoir d'armes à feu pendant cette période-là. Mais quand il a repris la chasse après la guerre, effectivement, il en a eu besoin. Et chez nous, je touche du bois parce qu'un accident, c'est un accident. Mais chez moi, il n'y a jamais eu d'accident d'armes à feu parce qu'il n'y a jamais personne qui a joué de façon imprudente avec des armes à feu. Quand on parle des armes de poing, j'ai aussi certaines restrictions avec les armes de poing. Bien sûr, j'ai 2 fils qui font du tir à la cible, c'est normal. Mais ils respectent les règlements. Et cette réglementation-là, elle est CER. Vous allez au club de tir et si vous n'avez pas un itinéraire précis, si vous n'avez pas averti la police, vous pouvez être arrêté. Ce ne sont pas non plus les gens qui sont habitués au club de tir. Est-ce que Mme Linda Tom mérite d'avoir une arme à feu? Elle a gagné une médaille d'or aux Olympiques. Il me semble que depuis ce temps-là, on aurait dû avoir un peu moins peur des armes à feu et comprendre que ça peut aussi être une arme, que ça peut être un objet de sport. On n'est pas... J'aimerais pas qu'on me passe une arme à feu dans la face ici, mais comme je dis, si ça n'arrive pas chez les chasseurs, je comprends mal que les gens aient cette symbiose. Jamais les crimes ne sont commis avec des armes à feu permises. Jamais, j'allais dire que j'avais des statistiques. L'année passée, il y a eu 3 meurtres au Canada, puis 14 aux États-Unis avec
un tournevis. Alors, est-ce qu'on va falloir qu'on bannisse les tournevis et en restreindre l'utilisation aux policiers? C'est-à-dire, il y a un jeune garçon qui vient de tuer son père et ses 2 frères avec un marteau. Est-ce qu'on va restreindre les marteaux aux policiers? Et le monsieur qui vient de tuer avant hier soir son épouse et ses 2 filles à coups de poing, est-ce qu'on va couper les bras des hommes maintenant pour les empêcher de s'en servir? On en arrive à une psychose dangereuse avec les armes à feu. Il faut restreindre les armes à feu, mais ceux qui détiennent déjà un permis de chasse, quelques 800 000, on me dit tout à l'heure, au Québec seulement, ceux qui détiennent déjà un permis de chasse ont déjà un enregistrement de fait comme chasseurs. Ils sont déjà sous le contrôle de la province de Québec. De là à prétendre que 800 000 personnes qui détiennent des permis de chasseurs ont aussi des armes à feu, bien, on n'est pas loin de la vérité. Je veux dire, au moins, disons, 700 000 auraient des armes à feu, les autres vont les louer pendant la période de chasse. Mais tout le monde a ces armes à feu-là et tout le monde est au courant. Je ne comprends pas ce deuxième enregistrement. Et je ne comprends pas pour un gars de 58 ans comme moi, qui a une arme à feu dans mes mains depuis l'âge de 10 ans, je ne comprends pas que si j'achète une arme à feu demain matin, que je doive aller passer un autre cours de maniement d'armes à feu, alors que je manie déjà ces armes-là depuis assez longtemps pour prouver ma compétence, il me semble. Et j'ai enseigné à mes 3 fils. Ça, c'est une autre facette de compétence. Ils n'ont jamais, eux non plus, eu de problème avec les armes à feu. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui utilisent des armes à feu depuis le temps? On nous prive du droit acquis. Bien, il y a un droit acquis, puis les Autochtones, par exemple, les gens qui ont moins d'éducation et les 9 ou 10 de l'Outaouais qui sont illettrés et qui sont quand même de bons chasseurs et de bons trappeurs, et ces gens-là ne vont pas pouvoir passer surtout le cours écrit. Ça n'empêche pas ces gens-là d'être de bons chasseurs et de bons manipulateurs d'armes. Cela veut dire qu'ils n'ont fait aucune distinction des armes à feu, des armes à poing et les collectionneurs à ce moment-là. Non, j'écoutais aussi des collectionneurs parler. M. Luc Dufresne qui disait que quand tu possèdes une Thompson, tu la convertis à être semi-automatique et que là, tu es considéré comme un collectionneur. C'est un peu la même chose. Mon père m'a laissé une vieille carabine Carcano italienne, 6.5, et si on tirait 2 boîtes de balles avec, de suite, on pourrait faire un nœud dans le canon parce que l'acier du temps n'était pas bon. Bien sûr que je ne vais pas utiliser cette arme-là. Moi, je considère que si elle est de collection, juste pour être montrée, on peut couper, et je m'excuse pour le terme anglais parce que j'ai beau le chercher dans ma tête, les fire pins. Si tu coupes la pin, ta carabine ne peut plus tirer, ta carabine de collection, bien sûr. Si tu veux tirer avec une arme de collection, c'est différent. J'ai aussi une vieille Arisaka japonaise de la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas aller à la chasse avec ça. Et n'importe qui va me la voler chez moi, il ne pourra jamais tuer quelqu'un à moins de le tuer à coup de crosse parce qu'il n'y a pas de fire pin non plus dedans. Mes armes de chasse sont démontées lorsque je ne m'en sers pas, complètement démontées. S'il rentre un voleur chez nous, je vais être obligé de monter mon arme à feu complètement, courir dans l'autre chambre, chercher mes balles parce qu'elles ne doivent plus être avec le même fusil. Ça porte déjà à confusion. Déjà qu'on est obligé de les serrer dans une armoire et qu'on doit avoir un verrou sur la gâchette. C'est une autre sécurité. Qu'on empêche les gens dangereux, qu'on empêche ceux qui ont déjà fait des vols, braqué des vols de banque ou quoi que ce soit, je comprends très bien. Mais qu'on défende toutes les armes ou qu'on donne de la difficulté à tous ceux qui les enregistrent et qui sont prêts, comme vous et moi, là, qui sommes des chasseurs, qui sommes prêts à les enregistrer, je comprends très mal. Je sais bien qu'elle n'est peut-être pas si compliquée que ça, la loi. Jusqu'à maintenant, ça m'a paru très compliqué, moi. Ça paraît très compliqué à d'autres personnes aussi, des personnes qui travaillent avec des armes à feu tous les jours. Avouent que la loi semble de plus en plus complexe et que de simplement apprendre la loi, ça va prendre assez de temps que les gens n'auront plus le temps d'acheter d'armes à feu. Quelles sont les conséquences et les impacts pour vous? Bien, l'impact pour moi, c'est que je suis un peu négligent dans ma littérature des journaux puis des lois comme celle-là. Et que c'est un de mes fils, la conséquence aurait été qu'un policier entre chez moi puis voit une de mes armes à feu, bien sûr barrée, mais à proximité avec des balles et tout, parce que je rangeais toutes mes affaires de chasse dans le même coin. C'est un de mes fils qui m'a dit « Hey Bernard, écoute, la nouvelle loi dit que tu dois avoir ça dans une armoire barrée puis des verrous après. » Et je me suis rendu compte que ça devenait extrêmement compliqué d'avoir des armes à feu dont je ne me sers qu'en temps de chasse, entendons-nous. Je vais m'entraîner à la chasse une semaine avant d'y aller pour être sûr que la carabine est correcte. Et l'œil, ça, tu le perds ou tu le perds pas. Moi, je ne l'ai pas perdu, même avec des lunettes.
Mais les conséquences, en fait, ce sont toutes les personnes ignorantes qui n'ont pas pu lire la brique ou qui n'ont pas eu le temps de lire la brique des nouveaux règlements et qui vont être pris et qui ne pourront peut-être pas chasser uniquement parce que 3 ou 4 000 personnes à travers le Canada se sont mis à faire du lobbying. N'oubliez pas une chose, messieurs les chasseurs, c'est que si ça fonctionne avec cette loi-là, c'est que les 4 000 personnes qui sont intéressées à voir les armes disparaître font de l'excellent lobbying. Et c'est le problème des chasseurs. Si demain matin, les 800 000 chasseurs du Québec disaient « Messieurs, nous voterons à tel endroit plutôt qu'à tel endroit si vous mettez cette loi-là », il y aurait des politiciens qui penseraient à leur job, puisque c'est après ça qu'ils courent, les gars. Il faut être logique. Jusqu'à maintenant, notre problème, c'est notre division. Les gens qui sont négligents ou qui ne sont pas solidaires des problèmes qu'on a. C'est uniquement ça. Mettons-nous ensemble, 800 000 votes. Je suis certain que les politiciens vont ouvrir les yeux. Quand ils vont se rendre compte dans chaque comté que le nombre de chasseurs est plus grand que le nombre de votes par lesquels ils ont été élus, ils vont se rendre compte que c'est possible de renverser et un gouvernement ou un homme ou une législature complète. Si le ministre de la Sécurité publique accordait une clause grand-père, ça changerait quelque chose? Bien, ça changerait. Ça dépend de ce que vous appelez grand-père. Si vous appelez grand-père celui qui uniquement qui a des petits-enfants, ça n'aidera pas grand-chose. Mais si vous appelez grand-père celui qui a depuis 10 ans ou 12 ans prouvé qu'il a utilisé des armes à feu et il a toujours fait de façon sécuritaire, ou celui qui a déjà passé son cours de maniement d'armes à feu, bon Dieu, il y en a eu des milliers, il y en a 800 000 au Québec, en tous les cas, qui ont passé ce code-là. Ça voulait dire quoi? Est-ce que ça voulait dire que tous les gens qui nous enseignaient étaient incompétents et qu'on doit refaire ça encore aujourd'hui avec d'autres personnes qui sont peut-être aussi incompétentes? C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Si on passait une loi grand-père, il faudrait que ce soit une loi grand-père pour tous ceux qui ont manié des armes depuis X nombre d'années. Il faudrait quand même pas mettre ce nombre d'années-là il y a 50 ans, parce que les gars rendus à mon âge, ils commencent à arrêter de la chasse. On l'a passé déjà pour les conducteurs automobiles. Bien, je veux dire, lorsque la nouvelle loi est venue, on a permis à ceux qui avaient un permis de continuer à avoir un permis sans... On ne m'a pas demandé de passer un autre examen. Moi, je pense que je m'améliore avec les années. C'est pas pire que c'était. Non, j'avoue sincèrement qu'on exagère toujours des deux côtés. Bien sûr, lorsqu'il y a deux pôles qui s'opposent, il y a des gens qui ont peur des armes à feu, qui voudraient toutes les bannir. Mais bannir toutes les armes à feu des mains de ceux qu'on peut contrôler, ça ne bannit pas les armes à feu des mains qu'on ne contrôle pas. Et c'est ça le problème. Lorsque la police m'aura prouvé qu'elle peut contrôler tous les bandits, je croirais que me désarmer, ça aidera probablement à sécuriser tout le monde. Mais de savoir qu'il n'y aura que les bandits qui pourront se procurer des armes à feu, ou sur le marché noir, ou même pas sur le marché noir, tu l'achètes aux États-Unis de façon libre et entière, et tu t'en viens au Canada, puis si tu ne te fais pas poigner à la douane, tu as une arme à feu, une arme à poing. Qu'on bannisse tous les poignards d'un matin, ça ne me fait rien, sauf pour les collectionneurs, parce qu'un poignard n'a absolument aucune utilité dans le bois. C'est un couteau que ça te prend. Pas un poignard ou une hache, de préférence. Mais qu'on bannisse les armes dangereuses, les armes avec lesquelles les jeunes font leurs crimes aujourd'hui, qu'on bannisse toutes ces armes-là, ça ne me fait rien. Qu'on bannisse pas les outils. Parce qu'à ce moment-là, ils vont être obligés d'enlever les couteaux des mains des cuisinières aussi, c'est dangereux. Les pics à glace, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de glace aujourd'hui, mais il y en avait dans mon temps, puis les gens ont gardé les pics. Puis les haleines de cordonniers, puis je veux dire, nommez-les, les outils dangereux. La femme qui a tué son mari à coups de fourchette, c'est encore une autre chose. Je veux dire, on va enlever les fourchettes. Lorsqu'on embarque dans une psychose quelconque, les gens vont toujours au bout. C'est pas la première psychose dont on souffre au Québec. Si vous vous rappelez, à la fin des années 50, le début des années 60, lors du danger d'une guerre atomique entre l'URSS et les États-Unis, il y a quelque chose comme 1 million d'Américains qui s'est fait bâtir des bunkers en ciment avec des provisions dedans au cas où il y aurait une guerre nucléaire pour pouvoir réussir à vivre 2-3 mois jusqu'à ce que les retombées radioactives se lèvent. Ça, c'était une psychose. Aujourd'hui, on en rit, puis on rit de ces gens-là qui ont gaspillé des milliers de dollars pour se protéger contre une chose qui était uniquement aléatoire. C'est-à-dire, on avait peur que ça arrive, mais c'est jamais arrivé. Qu'on désarme tout le monde qui est gentil, qui est fin, puis qui est beau, ça n'enlèvera rien, puisque qu'avec ou sans armes, ils vont toujours être gentils, beaux, puis fins pareil. C'est tout le problème. Le problème, ce sont les psychoses. Qu'on élimine les hommes violents, ils ne battront plus leurs femmes. Qu'on élimine ces hommes-là, qu'un homme et une femme se battent entre eux,
S'ils ne sont pas du même avis, bien sûr, c'est deux groupes tout à fait différents. Croyez-le ou non, on est deux groupes différents. Et c'est pour moi qu'il dit, c'est Jean Rostand, le biologiste, qui dit dès l'instant où tu es né d'une femme et d'un homme, tu es un métis parce que tu es un mutant, tu es moitié un, moitié l'autre. Alors, enlevez-moi ça de là. C'est ça. Selon vous, quel message aimeriez-vous apporter à ce moment-ci aux décideurs? J'aimerais ça que les décideurs s'arrêtent 2 minutes et se posent des questions à savoir si, justement, plus on restreint les choses, plus on complique le problème et plus on risque d'avoir des mécontents. Pour une fois, le législateur s'arrête avec les experts, avec les payeurs de taxes, plutôt que de se faire embarquer par le lobbying de quelques petits groupes. N'oubliez pas ça que les lobbyistes dans la région d'Ottawa sont au nombre d'à peu près 7 ou 800. Ils gagnent à peu près tous leur vie, parce que chacun fait le lobby pour un organisme X, pour un organisme Y, et qu'il est payé pour le faire au pourcentage de ce qu'il va réussir à avoir comme réussite ou comme argent. Qu'on fasse le même lobbying. On est assez de chasseurs pour chacun sortir un 10 $ puis se payer un vrai bon lobbyiste qui va faire comprendre le bon sens à nos législateurs. Personne d'entre nous, aucun chasseur, n'est contre la réglementation. Tout le monde est contre la réglementation stupide qui peut nous mener vers un État policier. C'est ça le danger. Le danger, c'est qu'on en arrive là, qu'on en arrive au livre de George Orwell, 1984, où Big Brother regarde tout ce que tu fais. Moi, quand j'entre au travail le matin, j'ai une carte magnétique qui ouvre les portes. Partout, on sait où j'ouvre une porte. On sait que c'est moi qui ouvre la porte par le magnétisme. Ce qu'on fait avec le citoyen d'aujourd'hui, c'est qu'on contrôle tout. On contrôle son identité, sa carte, ses gains. Tout est contrôlé. Tout est tellement contrôlé qu'à un certain moment, les gens vont cesser de respirer. On va contrôler aussi le nombre. Nos poumons peuvent prendre 2 pintes d'air à la fois. On va en prendre un demi-heure, puis on va avoir un petit peu plus de tuberculose à ce moment-là. Les gens vont avoir des problèmes. Mais c'est tout le principe du contrôle. Plus on contrôle, plus il faut s'assurer que le contrôle contrôlera. Que le contrôle ne sera pas que le contrôle des bons citoyens et que ce soit le reste du monde qui en profite aux dépens toujours des bons citoyens. Trouvez-vous que cette nouvelle réglementation elle a pris naissance un peu trop vite? Toutes les psychoses naissent trop vite. Toutes les psychoses, toutes les peurs, tous les dangers. Moi aussi, j'ai trouvé ça épouvantable, cet imbécile qui est entré à Polytechnique et qui s'est mis à tirer sur tout le monde. Mais c'était dans sa tête qu'il était mauvais. C'était pas dans ses armes à feu. Il était malade, les gens le voyaient, il était collectionneur d'armes à feu. Collectionneur, entendons-nous, il n'était pas collectionneur d'armes rares ou d'armes spéciales, il était collectionneur d'armes automatiques. Nos psychoses naissent toujours d'un événement. Il s'agit d'une petite chose comme ça pour que tout le monde prenne peur. Comme le gars quelqu'un a été dévoré dans un parc de la Vérandrie par un ours, et puis l'ours n'a pas tout mangé la personne, il a mangé juste une partie de la personne. La place où le gars avait mis des poissons dans sa veste. Or, les ours vont être plus mauvais. Est-ce qu'on va bannir tous les ours des parcs? On va bannir tous les gens qui vont dans les parcs? Parce qu'il y a eu encore cette chose-là. La psychose a été que n'allez plus dans le bois, les ours sont dangereux. Et tout le monde sait que c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai, que c'est une erreur, c'est une fausseté, c'est une bêtise et que les gens se sont mis à avoir peur du bois parce qu'un ours. Dans le bois, il faut être armé. C'est pas nécessairement. Il faut être armé pour tuer le gibier qu'on veut tuer, mais il ne faut pas nécessairement être armé pour descendre un ours. J'en ai vu 25 dans ma vie et ils ne m'ont pas encore mordu. Donc, c'est pas si dangereux que ça. J'avais de la viande, moi, après moi, pour être mordu au bord ça. Donc, c'est pas... Non, je pense que toutes les psychoses comme ça naît vraiment d'un événement qui fait prendre panique à tout le monde. J'ai connu des gens, tu lui fais faire 2 fois le tour d'un arbre, puis il est perdu. C'est le même principe. Lui, il est paniqué juste au fait d'entrer dans le bois, il faut que tu le tiennes presque par la main. C'est ça une psychose. La psychose, c'est de ne pas pouvoir contrôler son esprit quand il arrive des choses. Et la psychose des femmes battues, comme la psychose des armes à feu, comme la psychose de tout ce qui va arriver dans le monde, va toujours naître de la même façon. On saute aux conclusions trop rapidement, on prend des décisions trop rapidement, on légifère trop rapidement, on fait tout trop rapidement. Quand ça prend plus de temps que ça devrait prendre de temps, le projet de loi meurt généralement. Il meurt avant sa 3e lecture parce qu'il ne passe pas, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas personne qui pousse dans le dos de l'autre pour « faites-la passer la loi, faites-la passer la loi ».
c'est là qu'est le danger. Une psychose, ce n'est toujours de gens psychosés. Mais vous parlez de la psychose, c'est beau, mais comment voyez-vous la psychose face à un recteur d'université comme à Concordia qui s'élève contre les armes? Puis Ben oui, mais là, lui, il a poussé la psychose au bout parce qu'il a été affecté personnellement dans son problème. Le problème est arrivé chez lui. Si le problème est arrivé à l'Université de Montréal, le recteur de Concordia ne sera pas levé debout pour avoir cette psychose et dire « Bannissez tout ça! » Une personne qui est on appelle ça un ultra. Qu'est-ce que font les policiers quand ils rencontrent quelqu'un qui est un ultra? Ils classent sur leur liste, ils le vérifient. Puis c'est le problème. Celui qui est anti-armes, comme celui qui voudrait pouvoir avoir 50 armes autour de lui tout le temps, pour se protéger, a la même psychose, en fait. La peur ou la peur de ne pas en avoir ou la peur d'en avoir, c'est la même. C'est le même principe que pas dans ma cour. Si c'est arrivé ailleurs, c'est moins grave. Mais c'est arrivé chez nous, malheureusement. Alors, le recteur de Concordia est en maudit contre ça. Bien sûr, on ne peut pas... on ne pourra jamais empêcher des gens d'être des ultras, des extrémistes. Des extrémistes, il y en a partout. Mais je pense que quand on est un être sensé, on doit pouvoir s'asseoir avec les personnes concernées et en arriver à une forme de compromis. Et je suis certain qu'à l'intérieur des lois actuelles, il y a de la place pour des compromis. Et lorsqu'on ne peut pas accepter le compromis, on est plus dangereux que celui qui a une arme à feu dans les mains. C'est le manque de possibilité d'arriver à un compromis qui crée les problèmes du monde entier, monsieur. Les guerres aussi. Et que ressentez-vous face à cette situation? Une espèce de révolte, parce que c'est une révolte à ma liberté en tant qu'homme, en tant que bon citoyen, en tant que personne qui n'a jamais eu de vrai démêlé avec la justice. Pour moi, c'est une forme de révolte à l'intérieur. C'est une atteinte à ma liberté. Depuis que je suis petit gars qu'on parle, qu'on vit ici au Canada dans un monde libre, dans un monde magnifique, parce que moi, je suis allé en Union soviétique à l'époque où le rideau de fer y était, et j'ai vu des gens qui étaient tout à fait normaux comme moi, qui n'avaient absolument rien de différent avec ce que j'étais, mais qui vivaient dans un pays qui avait décidé de garder son argent à l'intérieur et qui pouvait contrôler plus facilement. Un pays où le contrôle était total. Un contrôle totalitaire, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était en Tchécoslovaquie aussi. J'ai vu ce que c'était en Pologne, puisqu'on passait par là pour y aller. Et j'ai vu ce que c'était qu'une liberté brimée. Sauf que les gens qui étaient dans ce système-là n'étaient pas aussi brimés que d'autres, puisqu'ils n'avaient pas connu autre chose depuis 1917, la Révolution russe. Alors, ils étaient dans une espèce de limbe où ils ne savaient pas vraiment si le monde devait fonctionner à leur façon ou à la façon du monde occidental. Et actuellement, ils vivent l'opposé, c'est-à-dire l'autre extrême. Moi, j'ai vu ce que c'était qu'avoir la liberté brimée et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ça. Et malheureusement, avec toutes les formes de contrôle qu'on a actuellement, il y a du danger pour qu'on en arrive là. Bien sûr, pas demain, pas après-demain, mais vous m'en parlerez dans 20 ans, parce qu'il y a déjà 58 ans que je vis, que je vois le monde évoluer. Et le monde n'évolue pas nécessairement pour le meilleur, malgré l'amélioration des technologies. Le monde évolue de façon souvent émotive. Il y en a qui vont dire émotionnelle, oui, mais émotive, parce que le tout part de psychose et de peur. Je reviens au mot psychose pour la simple raison que c'est la seule façon que j'ai de qualifier vraiment ce qui s'est passé au niveau des armes à feu. Le nombre de crimes commis par des détenteurs de permis de chasseurs, j'aimerais ça qu'on me sorte les statistiques au Québec et au Canada, comparativement au nombre de crimes qui ont été commis avec des revolvers et des armes blanches de poing. Et combien d'armes enregistrées légalement faisaient partie de ce groupe d'armes de gens qui ont commis des crimes. J'aimerais ça avoir les statistiques. J'aimerais ça que le législateur soit assez intelligent pour nous les sortir, les statistiques, et nous prouver le bien de sa loi, le bien de son contrôle supplémentaire. C'est une question d'honnêteté, d'après vous? Jusqu'à maintenant, les chasseurs ont prouvé qu'ils l'étaient assez, puisqu'ils sont les premiers à respecter la loi. Ceux qui ne respectent pas la loi, bien, ils méritent d'être pris. Et y a-t-il quelque chose au monde qu'on aime mieux quand il y a une gang de braconniers qui se fait prendre? On se dit, ben merde, finalement, ils se sont fait prendre, ces enfants. Y a-t-il déjà un chasseur qui a dit, c'est-tu de valeur pour ces gars-là? Y a-t-il déjà un chasseur sportif qui a voulu ça? Je ne le pense pas, et c'est la même chose avec des armes à feu. Mon 12 est chez moi, ma 30-06, puis les vieilles armes avec les firepins coupés. J'ai jamais tiré personne avec. Et j'ai pas l'intention de le faire.
je comprends mal pourquoi on veut absolument me contrôler, moi qui n'ai pas de problème de justice avec ça. C'est-à-dire qu'on contrôle les autres. D'après vous, pensez-vous que nous, les chasseurs, on est écrasés par nos décideurs? Un peu par notre faute. Un peu par Si nos décideurs ne sont pas poussés par les chasseurs qu'on est, si on est trop mou, si on ne sait pas faire respecter notre droit de vote, et si on ne sait pas faire respecter notre droit de citoyen, si on ne peut pas se lever debout quand c'est le temps. J'entendais quelqu'un dire tout à l'heure que souvent, quand tu vas en soirée avec des gens, tu ne dis pas que tu es chasseur, parce que tu dis « Ah, les mots du chasseur », tu l'entends un peu partout, cette chose-là. Il faut savoir se lever et raisonner ces personnes-là qui ont cette psychose, ce danger. Je pense que tant qu'on ne se lèvera pas debout, on ne méritera peut-être pas de vraiment obtenir ce qu'on veut. Mais au nombre qu'on est, j'ai l'impression que si on le veut, on est capable de faire ce qu'on veut avec le gouvernement. C'était bien la même chose qu'on va entendre de nos décideurs aussi, à un moment donné. Bien, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que nos décideurs vont nous dire, bien, dites-nous-les. Les autres nous le disent. Bien, en fait, c'est la même chose que vous allez entendre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Notre solution est politique tant et aussi longtemps que notre système démocratique va nous permettre la politique, va nous permettre d'élire quelqu'un puis de le débarquer de là. On a juste un problème actuellement, c'est qu'on ne peut pas le débarquer quand il est mauvais. Il faut attendre le temps des élections. C'est juste le problème qu'on a. Bien, il me fait plaisir, M. Assinoui, de nous avoir accordé ce temps. On vous remercie beaucoup, M. Assinoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Salut. On vous remercie d'être des nôtres en souhaitant que cette émission vous a plu. Cette série d'émissions est en ondes le mercredi et vendredi à 18h et les samedis et dimanches à 16h. Pour vos commentaires, envoyez votre courrier à Infophone 596 Montée du Mouchel, Vinois, JOV 1EO. Pour plus de détails sur la prochaine émission, consultez la revue La Petite Nation. Ne nous quittez pas. Après cette pause, va débuter, tel que promis, notre film.
Bonsoir, mon nom est Serge Roy. En étant donné que cette semaine, c'est la Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées, nous avons invité l'organisateur communautaire du CLSC, M. Claude Canel. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Serge. Claude, qu'est-ce qu'est la Semaine nationale de l'intégration des personnes handicapées? La Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées, c'est une initiative d'organismes communautaires et qui a l'envergure nationale. Ce qu'on vise, c'est d'abord et avant tout l'élimination des obstacles physiques et les changements d'attitude vis-à-vis l'accessibilité dans 6 grands domaines, notamment dans l'emploi, le logement, la communication, les loisirs et la vie communautaire, l'éducation et le transport. Pourquoi une semaine sur l'intégration des personnes handicapées? D'abord, pour faire connaître, évidemment, les droits des personnes handicapées. Ensuite, afin de parler des différents services existants à l'égard des personnes handicapées. Lorsqu'on parle de personnes handicapées, en passant, on ne parle pas uniquement de personnes avec handicap physique. On parle aussi bien de personnes avec handicap intellectuel ou des personnes avec handicap sensoriel. Donc, ce n'est pas seulement limité aux gens qui sont en fauteuil roulant. En effet. Est-ce qu'il y a un gros pourcentage de la population qui sont handicapés? En tout, au Québec, on reconnaît 9,6 % de la population ayant une déficience quelconque. Alors. C'est un assez grand nombre quand même, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. J'ai bien quelqu'un que je circule, on se dit, bon, ben la petite nation, pourtant, il n'y a aucun handicapé, ou j'en ai rarement vu. Certes, il y a certaines déficiences qui sont plus évidentes, telles que les personnes avec handicap physique et qui sont en fauteuil roulant. Toutefois, il y a des personnes avec handicap intellectuel et des personnes avec handicap sensoriel qui n'ont pas nécessairement de gros écouteurs aux oreilles pour dire, bon, ben là, je suis une personne avec avec un handicap de l'audition. Alors, en effet, il y a des personnes qui passent inaperçues dans notre société, mais qui ont aussi des besoins particuliers. Bon, mais c'est bien. Je suis content de voir qu'il y a une semaine qui est vraiment dédiée à tous ces gens-là, parce qu'ils passent souvent inaperçus, puis on ne se rend pas compte comment est-ce qu'on est chanceux d'avoir tous nos membres. On se dit, bon, bien, ça n'arrive jamais à moi, avec nos voisins. Est-ce qu'il existe présentement des organismes communautaires qui visent l'intégration des personnes handicapées? Il y a, dans la Petite Nation, 3 organismes qui travaillent de près auprès des personnes handicapées. Entre autres, l'Atelier Petite Boutique, la Corporation du transport adapté et l'Association pour personnes handicapées de la Petite Nation. En ce qui a trait à la Corporation du transport, je vais parler plutôt de l'Atelier Petite Boutique. L'Atelier est un organisme sans but lucratif qui vise la formation au travail et des apprentissages de bonnes habitudes pour la vie de tous les jours. Alors, elle accueille actuellement 35 personnes et pourrait en accueillir 8 autres personnes si le budget permettait, évidemment, l'embauche d'une éducatrice supplémentaire ou d'un éducateur supplémentaire. OK. Donc, il y aurait de la place pour combien de personnes à peu près? En tout, donc, on parle de 43 personnes. Donc, il y a encore 8 places à combler. C'est bien exact. C'est-à-dire qu'il y a 8 places actuellement, c'est des personnes qui sont en liste d'attente. OK. C'est le budget qui ne permet pas l'embauche d'un autre éducateur. Un éducateur, donc, qui sont en attente et puis qui aimeraient bien intégrer les rangs. Absolument. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres organismes? Oui, en effet, tout à l'heure, j'ai parlé de la Corporation du transport adapté. Alors, la Corporation est un organisme sans but lucratif également, principalement géré par les municipalités participantes et dont le budget vient, en gros, du ministère des Transports du Québec, notamment à 75 %. Il y a également les municipalités participantes avec l'usager qui contribuent aux 25 %. Les municipalités actuellement qui adhèrent sont Duhamel, Chénéville, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Montebello, Papineauville, Sainte-Angélique, Plaisance, Saint-Six, Ripon-Canton, Ripon-Village, Montpellier, Lac-Simon, Saint-André-Avelin Village et Saint-André-Avelin Paroisse. Bon, fait que c'est un grand nombre de municipalités qui participent. Il y a beaucoup de municipalités, déjà 15 sur l'ensemble de la MRC, c'est déjà bien. On espère évidemment aller chercher l'ensemble des municipalités pour s'assurer d'offrir le meilleur service aux personnes handicapées. D'ailleurs, la Corporation offre actuellement un service le matin, le midi, l'après-midi, et régulièrement le soir, et aussi il y a des services hors territoire. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui participent? Et il y a aussi l'Association pour personnes handicapées de la Petite Nation, oui, qui est un organisme de promotion sans but lucratif.
C'est l'organisme d'ailleurs qui a mis sur pied, en quelque sorte, l'atelier Petite Boutique et la Corporation du transport adapté. Son premier mandat, évidemment, c'est de défendre les droits de la personne handicapée. Elle a fait plusieurs activités dans le passé et actuellement, ce qu'elle vise et ce qu'elle offre, c'est d'abord du service des loisirs pour personnes handicapées. Elle a travaillé beaucoup dans les écoles sur la sensibilisation justement des droits des personnes handicapées et surtout de travailler sur la démystification de plusieurs préjugés à l'égard des personnes handicapées. Également, ce que l'Association de personnes handicapées vise, c'est d'éliminer les barrières autant architecturales que sociales à l'égard des personnes handicapées. Alors. OK. Pour revenir un petit peu à l'atelier Petite Boutique, parce que c'est quelque chose qui me chicote un petit peu. J'entends le mot atelier, j'entends Petite Boutique. Pour moi, ça devient comme deux choses différentes. Est-ce qu'il y a un atelier de travail, puis Petite Boutique, c'est un endroit où on vend des objets qu'ils font ou qu'ils fabriquent ou quelque chose de semblable? Alors, vous n'avez pas tout à fait tort, Serge. Parce qu'en somme, l'atelier Petite Boutique, c'est un endroit de formation. Alors donc, lorsqu'on parle de formation au travail, on peut fabriquer des choses sur place et les vendre. Toutefois, il y a aussi des contrats. Et les contrats peuvent être autant en menuiserie qu'à la cuisine, que dans l'atelier, ce qu'on appelle un atelier d'insertion. L'objectif premier, évidemment aussi, il y a la photocopie. L'objectif premier est toujours de la formation aux personnes ayant une déficience quelconque et dans le but, évidemment, d'intégrer le marché du travail. OK, ça fait que c'est vraiment de vivre des situations réelles qu'on va rencontrer sur le marché du travail? Le plus possible. D'accord. Peux-tu me dire, en étant donné que c'est une semaine nationale spécialement pour les personnes handicapées, est-ce qu'ils sont vraiment si différents que ça? La personne ayant une déficience, elle n'est pas nécessairement si différente. Toutefois, évidemment, parce qu'elle a les mêmes droits que tout le monde, dans le sens où elle a les droits puis elle a les mêmes besoins, si on s'entend. Alors, dans le sens où, quand on parle de la personne avec une déficience, elle a un besoin de sexualité, elle a un besoin de socialiser, elle a un besoin de travail, elle a un besoin d'éducation, elle a besoin de loisirs. Donc, qu'on dit non, elle n'est pas différente. Toutefois, dans sa manière d'aller chercher son besoin, peut être un petit peu différent. Une personne dans un logement a besoin d'un logement. Toute personne a besoin d'un logement. La manière, par contre, d'y circuler dedans peut être différente de la nôtre. S'il y a un fauteuil roulant, bien, il peut y avoir une rampe, il peut y avoir des adaptations. Alors donc, c'est un peu différent. Toutefois, il y a plus que ça. Lorsqu'on parle de la différence, c'est souvent sur le plan social, parce que c'est nous qui faisons en sorte qu'elle est différente. On la rend différente avec nos regards, avec nos attitudes. D'ailleurs, le vidéo que nous allons voir dans les instants présents, vous allez voir qu'effectivement, on parle beaucoup d'attitudes. Et si je peux apporter un conseil à tout le monde, lorsqu'on veut aider une personne handicapée, la première chose à faire, c'est peut-être de tout simplement communiquer avec la personne, poser des questions clairement, si elle a besoin d'aide ou si elle n'a pas besoin. Et aussi, peut-être, avec la vidéo, j'espère que ça va vous amener à faire une réflexion, à savoir, moi, est-ce que j'ai vraiment agi correctement avec la personne handicapée? Souvent, on fuit le regard de la personne ou encore on l'évite. Est-ce qu'on aide vraiment une personne à ce moment-là? C'est un problème qui arrive souvent. On voit un handicapé, on se dit comment est-ce qu'on doit l'aborder, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois lui dire bonjour? Comment le regarder dans les yeux sans regarder qu'il est dans un fauteuil roulant? Si je regarde son fauteuil roulant, quelle va être sa réaction en vis-à-vis moi? Est-ce que le vidéo se trouve à éclaircir ces différents préjugés qu'on a ou notre maladresse à s'adresser en vis-à-vis d'un handicapé? On espère qu'effectivement, ça va apporter une modification de ce côté-là. Parce qu'effectivement, dans le vidéo, vous allez voir qu'on apporte des éléments de solution sur comment aborder une personne handicapée. C'est un fait qu'on a tendance à regarder pour la première fois la différence, on a tendance à regarder la différence chez la personne. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de là. Et effectivement, la première chose à faire, c'est d'abord de communiquer avec la personne, comme tu mentionnais, Serge, lui dire bonjour, oui, c'est parfait. Mais après, il faut dire bonjour, mais il faut attendre aussi la réponse. Et de là, établir une communication simple, il faut être soi. Il ne faut pas faire de grands éloges devant la personne, puis
de prendre pitié de la personne ou quoi que ce soit. Non, il faut être tout simplement nous-mêmes. Et vous allez voir que la personne aussi va réagir comme elle est. Bon, bien, on va regarder, Claude, ensemble, le vidéo qui suit, en souhaitant que ça va aider la population en général à avoir plus clair sur le problème que les handicapés vivent dans la petite nation. Et on vous remercie beaucoup, puis on souhaite que vous continuiez votre bon travail au CLSC. Merci. OK, fait que là-dessus, on vous laisse, et puis on va regarder le prochain vidéo. Et bonne soirée. Faut faire des efforts. Faut pas que tu restes chez vous puis que tu te dis je veux pas sortir, je veux pas aller nulle part. Faut pas que tu refuses rien. Faut que tu acceptes toutes les invitations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur Différent dans une nouvelle série d'aventures, Les Attitudes. Hey, saint scolastique de Mirabel! Hey, dis donc, jeune! Tu peux-tu aller sur l'autoroute avec ça? Non, je me tiens sur les routes de campagne. Hey, dis donc, jeune! Ça doit pas être facile de changer le matin? Pas plus difficile que pour vous, j'imagine. Ah, ouais! Pis ta radio! Elle marche-tu? Non, elle marche plus. Ah, ben c'est dommage, la jeune. Je te souhaite bonne chance. Merci. Il y a toujours des gens qui ignorent le problème, qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Alors pour eux, ils ne voient pas la personne. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est le fauteuil roulant. Voyager comme ça, c'est un peu gênant. Tout le monde me regarde, les gens s'arrêtent. Fantastique. Quelle vue! Regarde donc ça, on voit tout l'aéroport ici. Non, s'il faut que je voyage comme ça, je reste à la maison. Je ne voyagerai plus jamais comme ça. C'est juste qu'on a un handicap physique ou quelconque, puis qu'on a besoin peut-être quelques adaptations, mais on va voir les mêmes films, on peut lire les mêmes livres, on peut avoir les mêmes opinions, on peut... tu sais, c'est comme... On est des gens ordinaires, comme tout le monde. Ça va? Ça va? Super. Hey, parlant de baseball, as-tu vu la partie hier soir? Ah non. Je suppose que non. Tous humains. On fait tous des erreurs. Suffit d'en rire. Je suis un handicapé visuel, pas totalement aveugle, légalement aveugle, mais pas totalement. C'est-à-dire, j'ai 2200, dépendamment de l'éclairage. Des jours, ça peut être de 8 à 10 de vision. Bonjour, madame. Comme spécial aujourd'hui, nous avons soupe du jour aujourd'hui, soupe au riz, soupe au poulet, soupe aux légumes, soupe. Comme plat principal, poulet rôti avec patates et petits pois, poulet avec patates sans petits pois, poulet avec petits pois sans patates, poulet tout seul, poulet ou filet de poisson avec légumes assortis, salade de choux, filet de poisson sans salade, filet sans légumes, filet sans les deux, filet tout seul, donc filet. Comme dessert, nous avons les tartes, tarte aux pommes, tarte au sucre, tarte aux fraises, tarte au Pourquoi lui laisse lire tout le menu? C'est la liste des salades qu'elle veut. On fait une pause et on vous retrouve après. Pour m'aider, tu frôles mon bras pour que je prenne ton coude, c'est ça, comme ça, c'est parfait. Puis tu marches un petit peu en avant de moi pour que je chante arriver les marches. Puis tu montes une marche avant moi, c'est ça, c'est parfait. C'est plus facile comme ça.
Ça va très bien. Ça. C'est ceux qui veulent trop en faire. Ils veulent t'aider, ils veulent te pousser, ils veulent tout faire. Oh, tu sais, c'est comme. Tu veux pas aller à des endroits, puis tu es obligé d'aller dans les endroits parce que les gens te poussent. Laissez-moi vous aider. Non, ça va, je peux m'arranger. Vous êtes pas en premier de la journée. Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Mais c'est un peu dégradant quand on est rendu au point où que les gens ressentent de la pitié pour toi, là, puis qu'ils veulent tout faire pour toi. Tu peux pas rien faire toi-même. C'est mieux de les prendre de leur bon côté puis de les flatter dans le bon sens. T'as un problème? Y a pas de problème. Fais ton travail. Simplement. Moi, j'ai un frère qui l'a rejeté. Savez-vous que ma cousine a perdu une oreille dans un accident d'équitation? Le cheval a passé juste à côté de l'oreille est restée accrochée à l'arbre. Il a perdu le gros orteil en explorant l'antenne. Marie, en s'en allant faire de la pêche, la trois orteils dans les poches, elle n'a pas les poissons avec lui. Tournez la langue. Je t'ampute utiliser les poids, un portrait qui les lèvres. Tout le monde est défavorable. Oh, monsieur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Approchez-vous plus près. Non, merci, madame. Je vais m'asseoir ici, ça va être parfait. Non, nous avons des endroits tout spéciaux pour des gens comme vous. En avant. Oui, je sais, madame, mais ici, ça va être parfait. Monsieur, j'insiste. Madame, moi aussi, j'insiste. Ici, ça va être bien. Monsieur. Madame. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Ah, vous êtes sourd? Mais tu peux lire les lettres? Ah, OK. Y a-t-il quelque chose que je pourrais vous montrer? Est-ce que vous avez besoin d'aide avec quelque chose? Bonjour. Bonjour. Je suis sourd. Je suis sourd. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Merci. Mon pauvre gars! Monsieur, ma chambre, s'il vous plaît, tout de suite. Oui, J'ai bon, besoin de la monsieur- chambre. Ça fait 2 semaines que j'ai monsieur- réservé. monsieur va J'ai bien? besoin tout de suite. C'est la chambre, s'il vous plaît. Mais vos bagages, monsieur? J'ai pas de bagages. C'est la chambre que j'ai besoin tout de suite, monsieur. Bon, est-ce que je peux vous aider? Non, touchez pas à ma chaise. C'est la chambre que j'ai besoin tout de suite. J'espère que Coupez! c'est la salle. Coupez! Maintenant, on change. Bonjour, monsieur. Ah non, pas un autre. Un autre. Laissez faire. Je pense que vous avez besoin d'aide. Ah oui, j'ai les bagages. J'ai réservé la chambre. Non, il y a ça 2 va, on semaines. sait comment s'en occuper. OK. OK, tout le monde. Ça suffit comme ça. Tout le monde peut être détestable. Va bien. Je me sens bien.
fait que les gens pensent automatiquement qu'on est déficient. Alors, on doit répéter 3 ou 4 fois la même chose.